général, quand il s'agit de viol, c'est une version contre une autre. C'est la version de la victime contre la version de l'accusé. L'accusé est protégé et l'accusé a un avocat. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Béatrice. Bonjour, Voilà, vous nous entendez? Quentin. Voilà. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir. Je disais en présentation que c'est un fait divers qui a bouleversé toute la société israélienne. Et il est important d'en parler pour la communauté francophone qui peut-être n'a pas tout à fait compris les informations, bien que ça a été relayé en français par de nombreux médias. Il faut savoir qu'une femme sur 5 sera violée en Israël, des chiffres qui font froid dans le dos, et 9 cas de viol sur 10 sont classés sans suite par les procureurs en Israël, comme si la parole de la victime n'avait pas cours. Alors, on voudrait savoir, Béatrice Koskas, vous qui êtes une pro, est-ce que la parole de la victime n'est pas tellement prise en compte en Israël? Alors, vous avez raison. Il faut pas... Je m'entends parler. Vous entendez parler, vous nous écoutez peut-être. Il faut parler un petit peu plus fort, plus près du micro, et puis il faut couper, si vous nous écoutez d'un autre côté, il faut couper le téléphone. Non, alors voilà, ça devrait aller. Il n'y a pas de problème. Non, il y a une différence de système. Et, vous parlez de l'absence des personnes qui portent plainte. Et c'est vrai qu'il y a moins de 13% de femmes et d'hommes qui portent plainte pour agression sexuelle. Et vous parlez aussi d'un chiffre, une personne sur 5 est violée. Alors là, c'est parle de viol, mais aussi on peut parler aussi d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel à l'armée, dans les lieux de travail, etc. Et là, il y a une association en Israël qui s'appelle 100 sur 100, ça veut dire que, ou 1 sur 1, ça veut dire toute personne, toute femme, et même beaucoup d'hommes ont subi des agressions sexuelles ou des harcèlements sexuels au travail à l'école ou dans les lieux où ils passent du temps. Voilà, donc ce viol qu'on a vu qui s'est passé cette semaine, et on entend beaucoup parler, mais c'est une petite partie de l'iceberg, puisqu'il y a énormément de personnes qui ne vont pas se tourner vers la police et qui ne vont pas porter plainte. Voilà. Alors là, pour le coup, la victime a porté plainte, justement, et cet événement abominable, parce qu'on parle on va pas dire le chiffre, parce que c'est pas encore un chiffre qui a été, on va dire, confirmé par la police, mais on a évoqué 20 ou 30 personnes qui faisaient la queue pour violer cette jeune fille de 16 ans. C'est une histoire, un événement complètement abominable. Est-ce que c'est une première en Israël? Non, c'est pas une première, c'est ce que je disais. C'est une petite partie de l'iceberg. Il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on ne sait pas. Il y a des viols aussi, des viols à l'intérieur du cadre familial, des viols à l'intérieur du milieu du travail. Non, c'est pas une première. La première, donc on parle de l'ampleur, mais des ampleurs comme ça, bon, on va pas faire. J'ai pas envie de comparer. Bien sûr, non, bien sûr. Un viol en lui-même est quelque chose de particulièrement odieux. Dans la Torah, on parle d'un meurtre de l'âme. Et donc, c'est les conséquences du viol et qui sont pas qui sont pour toute la vie ou pour avoir rencontré plusieurs victimes. C'est quelque chose qui, pour certaines, devient un véritable handicap où ils peuvent, dans leur vie de famille, dans leur vie, dans leurs études, dans leur travail, c'est quelque chose qu'elles vont devoir surmonter le reste de leur vie. Donc, c'est quelque chose de particulièrement horrible. Alors, qu'est-ce qui est particulier justement dans le système juridique israélien qui est différent de ce qu'on peut connaître en France ou dans d'autres pays européens? Bon, sur ce point, il faut évoquer plusieurs choses. D'abord, le système israélien il est différent du système français. Alors, le système israélien, il est basé sur le droit anglais. Où le procès, on appelle ça un procès accusatoire. Ça veut dire que c'est les parties qui vont présenter des versions devant un juge et le juge va décider si la personne qui est présentée devant lui est coupable ou non. Et ça s'appelle un système accusatoire. Et dans ce procès-là, il y a deux parties. Il y a l'accusé, qui est représenté en général par un avocat, et puis il y a l'État qui est représenté par le parquet, ce qu'on appelle en hébreu la parclitout. Et donc dans ce schéma-là, la victime, en vérité, elle est que témoin. Elle va porter plainte et à ce moment-là, on va prendre sa plainte
et c'est l'État qui va prendre le relais. C'est d'abord la police, puis le procureur qui va prendre le relais. Et à ce moment-là, elle n'aura plus le droit, elle n'est plus partie. Elle ne peut plus demander des choses pendant le procès. Et toutes les choses qu'elle va demander, elle va devoir passer par l'État, ça veut dire par le procureur. Donc, on peut avoir des conséquences dès le départ très graves. Si on prend le cas d'aujourd'hui, par exemple, le cas de cette jeune fille qui a été agressée à Eilat, maintenant, il va y avoir des confrontations devant la police, etc. Les accusés ont droit à ce qu'on appelle un avocat commis d'office qui est payé par l'État. La victime, puisqu'elle n'est pas partie, n'a pas le droit à un avocat commis d'office. Alors, il y a une nouvelle loi qui a été instituée il y a quelques années pour qu'elle ait droit à avoir un représentant, pour avoir un conseiller juridique dans des cas particulièrement graves, dans des cas de viol, donc on rentre dans ce cas-là, mais elle aura le droit à un avocat qui la conseillera après qu'il y aura un acte d'accusation. Donc, elle devra attendre après toute l'enquête, après que le procureur s'assoie sur son dossier pour voir comment évoluer. À ce moment-là, elle aura le droit à avoir un avocat. Donc, vous voyez déjà, on a déjà la différence dans sa position. Sa position est amoindrie dès le départ. Et alors qu'en France, vous avez peut-être entendu parler de ce nom, la partie civile. Ça veut dire la victime peut se constituer partie civile. À ce moment-là, elle est représentée par un avocat. L'avocat qui fait partie de faire partie de l'aide juridictionnelle, donc elle peut avoir un avocat gratuit. Et à ce moment-là, elle peut suivre l'évolution du dossier pendant l'enquête, demander si l'enquêteur fait bien son travail, elle peut demander s'il y a un juge d'instruction qui est impliqué, elle peut demander si le juge d'instruction, elle peut rajouter des éléments de preuve, elle peut faire beaucoup de choses pendant la phase de l'enquête. En Israël, elle peut avoir un représentant juridique. Là, j'ai entendu à la radio ce matin qu'il y avait beaucoup de boîtes d'assurance qui offraient la représentation juridique à cette victime. Et alors que normalement, si on était en France, par exemple, ou dans un autre pays, elle aurait pu être représentée gratuitement. Et là, elle ne peut pas, puisque ce n'est pas fixé par la loi, au moins pour le départ. Donc, est-ce que ça amoindrit le poids de la parole de la victime? Est-ce que ce système en fait, juridique à la base fait que elles sont désavantagées, en fait, ces victimes qui sont déjà dans un état psychologique difficile? En plus, juridiquement, elles sont dès le départ désavantagées? Oui, bien sûr, ça les met dans une position plus difficile. La parole est contrôlée par le procureur, puisque c'est lui qui va décider quelle est la force de la parole à donner aux victimes, puisqu'elle ne peut pas parler. Là, on n'est pas du tout dans la phase du procès, mais si un jour, si les accusés ne plaident pas coupables, donc il va y avoir une phase du procès, et là, le juge ne pourra pas, en général, ne lui pose pas de questions directement. C'est le procureur qui lui posera des questions pendant l'interrogatoire, et puis un contre-interrogatoire qui va avoir lieu. Donc, ce sera l'accusé qui va poser les questions du contre-interrogatoire. Et les contre-interrogatoires peuvent être particulièrement difficiles. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a quelques années. Je crois que c'était en 2013, en 2014. Il y a eu aussi un viol particulièrement horrible le jour de Yom Ha'atzmaut, où une jeune fille de 14 ans, même plus, moins 13-14 ans, s'est fait violer par 3 ou 4 personnes palestiniennes. Et donc, ils ont été arrêtés. Il y a eu procès. Et là, pendant le procès, on l'a interrogée. Elle était seule. Elle n'est pas représentée, donc elle n'avait pas d'avocat. Donc, elle était seule pendant le procès. On lui pose... l'avocat des accusés lui demande d'expliquer comment elle a été violée. Et elle a dû mimer le viol devant les juges. Et il y avait ses parents dans la salle. Donc, elle a dû mimer un viol devant les juges. Et c'est monté à l'époque, c'était Tzipi Livni qui était ministre de la Justice, et c'est remonté puisqu'elle a été traumatisée 2 fois. Elle a été traumatisée par le viol, elle a été traumatisée par le procès en lui-même, puisqu'elle a dû mimer un viol. Et alors, voilà, donc on est dans ces cas tragiques. Et jusqu'à maintenant, j'ai parlé à l'avocat de cette fille quand j'ai écrit mon doctorat, et elle m'a dit qu'elle avait vécu 2 viols en vérité.
Alors justement, c'est ce que vous nous racontez. Bon, ça paraît assez terrible et compliqué. Est-ce que cette nouvelle affaire va faire en sorte que les victimes vont être peut-être mieux protégées? Est-ce qu'il va y avoir des mesures juridiques qui vont être prises dans ce sens-là? Alors ça, je crains parce que dans la volonté des législateurs en Israël et de la communauté juridique, il n'y a pas de volonté. Il y a une volonté d'aider, bien sûr. Il y a une volonté. Je pense déjà sur le point éducatif, il va y avoir des changements. Et j'ai entendu dire qu'ils allaient parler dans les écoles et tout. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Et je pense qu'ils vont changer dans la bonne direction. Par contre, en ce qui concerne le droit, les choses sont plus compliquées puisque déjà, et c'est pas quelque chose de nouveau cette situation des femmes en Israël. Des hommes aussi, des viols, etc. Donc, il y a eu quelques mois, plusieurs personnes à Knesset qui se sont réunies, donc des juges, des procureurs, des avocats, etc., et qui se sont réunis pendant 6 mois pour décider comment changer la situation. Et il y a des choses qui ont été décidées. Ils ont décidé, par exemple, de créer un tribunal qui spécifique pour les agressions sexuelles. Mais sur la participation des victimes, ils ont bien resignifié que la victime n'est pas partie, que le système juridique israélien, c'est un système accusatoire entre l'État et l'accusé, que la victime n'est pas partie. Ah, ce sera quoi la différence? Ce sera quoi la différence? Elle sera toujours dépendante du procureur. Elle ne pourra pas directement parler. Il y a pas et même si il y a des pays comme l'Angleterre, par exemple, où la victime aussi n'est pas partie, mais par contre, il y a des fonds d'aide aux victimes pour qu'elles soient aidées pendant la procédure. Ces fonds d'aide n'existent pas en Israël. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si maintenant il y a, dans ce cas-là, si cette jeune fille doit payer, à mon avis, elle devra payer d'avoir une aide psychologique, elle ne pourra pas demander devant le juge pénal des sous pour pouvoir aider, alors qu'en France, elle aurait pu le faire. En tant que partie civile, elle aurait pu demander des sous pour se faire aider. Elle devra ouvrir un autre procès, ça veut dire ne pas aller en pénal, de prendre un avocat, d'aller de commencer un recours civil pour demander des sous. Donc, elle devra faire un autre procès. Après le premier procès, après avoir vécu le premier procès, elle devra faire un autre procès. Ce qui est terrible. Pour beaucoup d'entre elles, c'est d'abord financièrement c'est très compliqué puisqu'il n'y a pas d'aide juridictionnelle et puis aussi psychologiquement c'est compliqué. En plus il faut prouver que le viol, les conséquences du viol, etc. Donc il faut aller voir des psychiatres, il faut recevoir des victoires Lomi. C'est un chemin de bataille qui est beaucoup pour avoir parlé à beaucoup de victimes, beaucoup ne peuvent pas psychologiquement se lancer dans une nouvelle. Et restent avec leur traumatisme non réglé. Exactement, malheureusement, oui. Bon, on espère que toute cette aventure, cette aventure, je ne vais pas dire que c'est une aventure, mais en tout cas, je ne vous ai pas parlé aussi des Tioun, je ne vous ai pas rentré parce que là aussi en Israël, il n'y a pratiquement plus de procès puisque tout se ferme en plaidé coupable. Ça veut dire qu'il y a des accords entre le procureur et l'avocat de l'accusé pour ne pas faire de procès, puisqu'en Israël, quand on plaide coupable, le procès, c'est pour savoir si la personne est coupable. Donc, si elle plaide coupable dès le départ, il n'y a pas de procès. Alors, en général, il y a des arrangements entre les parties où le procureur lui dit « Ok, vous plaidez coupable pour agression sexuelle et on laisse le viol de côté. » Donc, voilà, c'est ça, parce qu'il faut aussi comprendre qu'en Israël, il y a une différence juridique entre agression sexuelle et viol. C'est pas la même chose. Non, il y a plusieurs stades d'agression sexuelle. Le viol, je ne veux pas rentrer dans les définitions sexuelles. Il y a s'il y a pénétration, s'il n'y a pas pénétration, etc. Donc, s'il n'y a pas pénétration, donc à ce moment-là, l'infraction est plus faible. Donc, il y a moins, la personne va moins en prison. Donc, si on dit, OK, il n'y a pas de preuve concernant le viol, mais il y a une preuve concernant l'harcèlement ou l'agression. Donc la personne peut accepter dans une infraction moins faible quand la victime est sûre d'avoir été violée. Donc, il y a des choses terribles excusez-moi. Il y a des choses voilà. Donc, on se retrouve avec des peines qui sont amoindries, où la victime ressent profondément l'injustice, puisque ce qu'elle a dit au départ, qu'elle a été violée, n'est pas pris en compte, n'est pas utilisé par le procureur.
Voilà, donc c'est On pour sait, avoir on... présenté quelqu'un qui était dans cette situation où elle avait été une jeune fille de 15 ans qui avait été agressée sexuellement par un voisin. Et ils avaient retrouvé le voisin, mais ils n'avaient pas réussi à prouver que il n'avait pas voulu avouer qu'il avait eu des gestes sexuels envers cette jeune fille. Et le procureur m'a appelé en me disant, écoute, on ferme le dossier. Il est d'accord pour plaider coupable, mais il plaide coupable pour agression simple, pas agression sexuelle. Et la fille, quand je lui avais dit ce que la procureure avait décidé, elle s'était mise à pleurer en me disant mais je suis pas une menteuse. On sait très bien que le procès a des vertus, on va dire, pour les victimes, en tout cas, d'apaisement, comme si on les reconnaissait dans leurs paroles, dans leur vérité. Et donc, on comprend qu'en Israël, bien, c'est rare qu'il y ait des procès, puisque les dossiers sont classés avant d'en arriver là. Oui, il y a des histoires pour avoir rencontré des procureurs. Il y a eu des procureurs qui sont quand même très psychologues et qui aident beaucoup les victimes et qui sont arrivés à pouvoir, euh, à pouvoir les soulager. Dans le cas où j'ai accompagné cette jeune fille, par exemple, le procureur a finalement accepté qu'on lise une lettre devant le juge, qui était une première en Israël. Et ça l'a soulagée en partie. Mais c'était parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est battu avec elle. Je me suis battue avec elle à ce moment-là. Mais la plupart d'entre elles se retrouvent seules. Et donc, elles se retrouvent avec un traumatisme qu'elles ne peuvent pas, où la justice n'est pas là pour les aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de plaintes et il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent, aussi bien en France qu'en Israël ou dans le monde entier, aux États-Unis aussi, où elles se retournent vers les réseaux sociaux pour parler, pour, pour, Pour expliquer leurs problématiques et mettre leur mal-être en fait sur le débat public et expliquer et montrer du doigt leurs violeurs, tout simplement, aussi. Non, il y a des avancées. Hein. Il y a des avancées. Par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez entendu parler du procès Epstein, où ce grand. Bien sûr. Voilà. Donc, il s'est suicidé dans sa cellule. Donc, à ce moment-là, les juges, ils auraient pu fermer le dossier et pas écouter les victimes. Il a décidé, c'était un juge de New York, il a décidé d'inviter toutes les victimes qui avaient porté plainte pour Epstein, même si Epstein n'était plus là pour défendre. Il a décidé de les inviter pour les laisser s'exprimer. Et elles ont parlé une par une de ce qu'elles avaient vécu à l'intérieur du tribunal. Et ça, c'était une première. Et il y a quand même des premières comme ça. On voit de plus en plus de juges qui interviennent. Mais ce n'est pas le système juridique qui a changé encore. Et j'espère que là, j'étudie cette question depuis plusieurs années. Et là, je vois des changements sur le terrain. Pas en Israël, mais aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, en Afrique du Sud, où en Inde aussi, où il y a des tribunaux qui sont créés pour aider les victimes. Et on voit qu'il y a des évolutions. Et on doit espérer que Israël, qui s'inspire de ces pays, va aussi, avec l'aide de chercheurs, avec le travail qu'on fait, pouvoir s'inspirer d'autres pays pour faire avancer la situation ici. Alors, évidemment, on sait, on voit tout de suite avec cette actualité brûlante que l'éducation nationale et les mairies ont réagi. Va-t-il y avoir plus de prévention auprès de la jeunesse, bien sûr? C'est la volonté, mais maintenant avec l'absence de budget, c'est compliqué. La question est compliquée. On parlait ensemble il y a quelque temps d'un projet que j'ai mis en place pour les permanents juridiques. Cette permanence juridique était en vérité destinée à pouvoir prévenir et pouvoir aussi informer les jeunes de ce qui est autour de l'alcool, des risques de l'alcool, puisque par exemple dans cette affaire-là et dans beaucoup d'affaires, c'est autour de l'alcool où on perd un peu les moyens et on peut plus se défendre. Donc, il y a une vraie une prévention à savoir. Moi, je sais que quand je travaillais avec les jeunes dans la rue ou quand je donnais des conseils juridiques ou des cours, je leur expliquais que quand on buvait trop d'alcool, des fois, il faut mieux rentrer ses choix pour les garçons afin de ne pas faire de bêtises et se saouler à la maison à côté d'une personne qui est
qui est responsable pour pouvoir les protéger. Et pour les filles, si on est avec des gens même qu'on connaît, et si les personnes sont alcoolisées, et si elles commencent à être alcoolisées, alors tous les voyants doivent être au rouge et elles doivent à ce moment-là penser à se protéger d'abord. Des choses sur la prévention ou même des choses après, de savoir que y a beaucoup alors bon, ce cas est extrême, bien sûr, mais il y a aussi des choses où des filles subissent des agressions sexuelles sans pouvoir en parler à leur famille parce que c'est compliqué, sans pouvoir parler à l'école, sans pouvoir... il n'y a pas de lieu de parole, quoi. Voilà, donc c'est important d'avoir un cadre, un numéro de téléphone ou un endroit où ces personnes peuvent poser les questions pour savoir leurs droits, pour pouvoir, parce qu'il y a des droits, ils peuvent être protégés, comme je vous ai dit, il y a des avocats s'il y a des actes d'accusation. Oui, et puis c'est aussi important, ces permanences juridiques pour les gens qui ont envie de contrevenir à la loi, de savoir ce qu'ils encourent, de savoir lorsqu'on commet un viol, à quoi on s'expose. Voilà, pour savoir leurs droits, les droits et les obligations, pour savoir que si on assiste, pas seulement le viol, hein, aussi c'est tout ce qui est avec là dans le cas aussi ça concerne. Oui, bien sûr, l'assistance à non-assistance à personne en danger, puisque c'était le cas. Il y a des gens apparemment, ce que j'ai compris, apparemment, il y a des personnes qui ont été parce qu'ils ont filmé des scènes de viol. Exactement. Eux aussi sont passibles d'une peine de prison, ou en tout cas, ils ont contrevenu à la loi en agissant pareillement. Donc, maintenant, ils sont pas classés. Bon, là, ils n'ont pas trouvé toutes les personnes. À mon avis, vers des preuves. C'est une de ceux qui vous savez, des fois, la presse monte tout à l'air. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'était le maire de Fadera, qu'ils allaient passer 30 ans en prison, etc. Finalement, en général, ça retombe très, très vite. Et puis, peut-être, là, ils disent déjà qu'il y a beaucoup moins de personnes, ce qui est probablement le cas, mais en général, quand il s'agit de viol, c'est une version contre une autre. C'est la version de la victime contre la version de l'accusé. L'accusé est protégé et l'accusé a un avocat. La victime n'a pas d'avocat et est représentée par le procureur qui peut travailler sur la version pour pouvoir faire un arrangement. Donc là, ils sont plus égaux Ouais. devant la loi, dans la justice. C'est ça et là, on a un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le fait que les peines sont vraiment très faibles par rapport à la gravité des infractions. Là, je lisais dans le journal, il y a le père d'une grande chanteuse israélienne, Adi Betty, qui est très connue chez les jeunes, et le père a ouvert un groupe WhatsApp pour ses fans. Et à l'intérieur du groupe WhatsApp, il l'a agressé sexuellement en envoyant des photos très indécentes de lui-même, en demandant aux filles de faire des gestes sexuels devant les caméras et de lui envoyer, donc des choses très très graves, des filles de 12 à 13 ans. Et il y a 7 filles qui ont porté plainte. Il a plaidé coupable et il a eu uniquement 9 mois de travaux d'intérêt général. Mmh. Alors, on comprend que c'est vraiment un sujet, d'abord une affaire sordide et qui va faire sûrement réagir la société tout entière, hein, évidemment, et au niveau civil, au niveau juridique. Peut-être que si tout le monde réagit, peut-être que les choses pourront changer juridiquement, même si ça prendra du temps. Hein. On comprend bien, Béatrice Koskas, que c'est pas ça. Je pense que la justice israélienne doit d'abord vouloir renforcer les victimes et pas les laisser dans ce statut de victime. Quand aujourd'hui, le rapport qui est sorti en 2020 sur la place des victimes, on parle du traitement des victimes et pas de participation des victimes, pas de statut des victimes, pas de représentation des victimes, mais de traitement, on est encore à la traiter comme quelque chose, comme un objet et pas comme un sujet du droit. Et ça doit changer. Voilà. Alors,
Justement, il y a en tout cas une prise de conscience dans la société israélienne, puisqu'aujourd'hui, à midi, donc dans un peu plus d'une heure environ, eh bien, les grandes sociétés israéliennes comme il y en a beaucoup, hein, comme Curaçao Motors par exemple, ou Tassia Avirit, et bien d'autres encore vont arrêter leur travail pendant 10 minutes, voilà, pour soutenir, eh bien justement, soutenir cette victime et faire en sorte que les choses change. Donc, une société israélienne vraiment en pleine ébullition. En tout cas, on vous remercie, Béatrice Koskas, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse à la faculté de droit de Bar-Ilan. Vous êtes docteur en droit, bien sûr, et responsable de la chaire du groupe européen de recherche en victimologie. Merci beaucoup, Béatrice Koskas, d'avoir participé à l'émission et bon courage pour la suite. Merci à vous aussi. Au revoir. Ciao.